Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors Jonathan, tu es ce qu'on appelle une des victimes d'outreau. Quelle Oui, enfance as-tu? moi j'ai une enfance meurtrie euh, par la violence, les viols, les coups, Qui te violait? mes parents et d'autres personnes, Des personnes qui venaient chez tes parents. des personnes qui venaient chez mes parents et qui étaient payées et qui, pour certains, donnaient de l'argent pour nous violer. Donc c'était de la prostitution aussi. Oui, Et c'était régulier, c'était toutes les semaines, c'était quand? c'était plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine. Entre quel âge et quel âge? De mes souvenirs, 2 ans à 6 ans. 2 ans, oui, à 6 ans, qu'au moment où on a arrêté définitivement les visites fratries. Chez tes parents, quelle était l'ambiance? Il paraît qu'il y avait des cassettes porno en permanence à la télé. Tout le temps. Il y avait des cassettes pornographiques constamment qui tournaient à la télé. On mangeait toujours la même chose. C'était des cris, des coups. Euh, mais pour moi, personnellement, de la joie parce que, en fait, pour moi, c'était normal. Tu savais pas qu'il y avait autre chose. Non, 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 Tu non. pensais qu'être un enfant, c'était ça. Oui, moi, j'étais intimement convaincu que tout le monde vivait la même chose. Et un jour, tes parents ont été arrêtés. Oui, moi, j'ai été placé en février 2001. En février 2000, pardon, mes parents ont été arrêtés en 2001 pour viol, proxénétisme et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Et là démarre l'affaire Outreau. À l'époque, tu es un tout petit enfant encore. J'ai 5 ans et demi, parce que quand je suis arrivé en famille d'accueil, j'ai allé avoir 6 ans 3 mois après. Donc j'avais 5 ans et demi à l'époque où je rentre en famille d'accueil pour la deuxième fois, parce que j'avais déjà été en famille d'accueil avant, et d'une façon plus formelle. Et tu as entendu par des enquêteurs? Oui. Alors, en fait, mes premières auditions ont été très compliquées parce que je riais. En fait, j'étais tellement persuadé que ce que je vivais était normal que pour moi, j'étais capable de raconter les pires horreurs tout en riant, tout en ayant une certaine normalité dans ce que je racontais. Mais comme je te le dis, j'étais convaincu que tous les enfants vivaient la même chose. À l'école, tu en avais parlé à des petits copains ou pas? Absolument pas. Donc, tu sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal. C'est d'ailleurs ce qui m'avait été dit à l'époque, mais déjà on n'y passait pas beaucoup de temps à l'école, déjà à l'époque. Et nous envers les enfants, mais les profs commençaient à se poser des questions. Le directeur de l'école, pareil. Et ce qui avait amené à se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on pouvait vivre à la maison. Les services sociaux ont joué un rôle positif ou négatif à ce moment-là? À partir du moment où nous, on a commencé à dénoncer, moi je vais parler pour ma personne, à partir du moment où j'ai commencé à dénoncer les faits, il s'est passé 9 mois. 9 mois où les services sociaux se sont renvoyés la balle entre le palais de justice et tout ce qui s'en suivait. Ils se sont écrits un nombre invraisemblable de rapports. Il y a eu un certain nombre de signalements qui ont été faits. Et en fait, rien, en fait, voulait pas nous enlever de chez nos parents. Combien d'enfants ont défilé dans l'appartement de la Tour du Renard? Énormément, énormément, Karl. Mais tous n'ont pas été reconnus. Tous n'ont pas été reconnus. Nous, on est 12. Mais ça a duré combien de temps, en fait, ces soirées, Moi, de mon souvenir, 4 ans. De quel âge à quel âge? De 2 ans à 6 ans. Mais euh, un rapport euh, explique que ça a dû commencer entre 9 mois et 1 an. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a commencé avant encore. Oui,
En Ah, fait, il explique que pour lui, il n'y a pas de trace de sodomie, mais parce que, en fait, il faut savoir que l'anus se résorbe en 3 semaines. En fait, tu peux très bien violer un enfant et 3 semaines après, il aura, excuse-moi, l'anus aussi parfait qu'il l'était 3 semaines avant. Mais que moi, j'ai eu une reconstitution anale complète. Et du coup, ils disent que le sphincter était amoindri, donc il ne pouvait pas exclure une sodomie répétée. Après, c'est des termes médicaux qui sont un peu difficiles à expliquer. et ensuite, tu t'es retrouvé au premier procès. Oui, en 2004, à Saint-Omer, Donc, tu avais quel âge? 9 ans? 10 ans. Je suis né en 94, donc 10 ans. Comment tu as vécu les choses? Ça a été très compliqué parce qu'on n'est pas préparé. À aucun moment on n'est préparé à ça. Et ni dans la façon comment ça va se passer, ni dans la façon comment on allait déposer à la barre, ni on ne savait même pas qu'on allait, enfin rien en fait. On va te poser des questions, tu réponds, point barre. De ce procès va sortir des accusations et des peines pour 13 accusés. Et puis, tu te retrouves plus tard à un deuxième procès en appel. Et là, l'histoire se retourne. Ça devient ce que les gens appellent aujourd'hui l'affaire d'Outreau, le fameux fiasco judiciaire. Et là, Oui. qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en te remettant dans ton âme d'enfant de cet âge-là, pour que subitement ces coupables deviennent des gens innocents? Qu'est-ce que tu comprends à ça à ce moment-là? Rien. C'est une incompréhension totale, hein. Comment es-tu traité par les avocats au deuxième procès? En fait, le problème, c'est qu'on nous posait une question. On n'avait pas le temps de répondre à la première question, qu'une deuxième question avait été posée. Et en fait, vu qu'il y avait une contradiction, bah forcément, parce qu'on répondait à la première et non à la deuxième. Donc, ils expliquaient, les enfants, ils en savent rien, donc du coup, ils mentent. Et vous essayez de leur dire, mais non, on ment pas, on dit la vérité. Bah, en fait, le problème, c'est que le rapport de force, il est parce qu'on s'est senti non protégé, quoi. En fait, j'aurais aimé, moi, qu'on se lève et qu'on dise stop. En fait, on s'adresse à des enfants et on s'adresse pas à un prévenu qui a 25 ans et qui est capable de se défendre. Alors il savait de toute façon ce qu'on a vécu pendant des années, il le savait. Donc c'est un espèce d'acharnement supplémentaire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et à quel âge as-tu pris conscience que, en fait, ton passé, ce qui s'était passé, avait servi un but bien précis, qui était d'acquitter des gens pour qu'ensuite on n'écoute plus jamais la parole des enfants, puisque soi-disant vous aviez menti. Tu as pris conscience de ça à quel âge? À 15 ans? Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, parce que j'ai mis un sacré bout de temps à me j'essaie de comprendre. J'ai pu avoir accès au dossier, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de choses, j'ai pu me plonger dans le dossier sans rentrer non plus dans les dédales du sujet, mais euh, essayer de comprendre parce que je me posais beaucoup de questions et essayer de comprendre un certain nombre de choses et euh, et du coup non beaucoup plus tard, voilà, pour répondre à tes questions beaucoup plus tard. Alors là, il vient de sortir sur Netflix une série qui s'appelle Outreau, un cauchemar français. Et en fait, c'est pas ton cauchemar qu'on raconte dans cette série. C'est C'est comme le cauchemar de d'habitude l'autre. le cauchemar des acquittés. Mais est-ce qu'on est toujours dans la même doctrine? Toujours. La production française t'a interviewé longuement. Elle t'a interviewé pendant combien de temps? Toute une journée. Ah oui, donc ça fait Oui. quoi? 8 heures? Pendant 8 heures, Oui, ça fait une bonne journée de 8 heures et je suis revenu une deuxième fois pour faire des images de fond. il en est resté quoi au final de tout ce que tu leur as dit? Je pense une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'ils ont coupé, à ton sens, d'important que tu leur as dit pendant cette journée d'interview
et qui n'est pas resté dans le montage final de la série. Il y a énormément de choses qui ont disparu. Parce que je donne des détails sur l'affaire, sur ce qui a pu se passer, comment c'était organisé, etc., etc. Mais des choses qui, à leur sens, ne pouvaient pas figurer dans la série, et donc il aurait été pour moi très intéressant que les gens puissent savoir ce qui s'est réellement passé. Alors moi, le sentiment que j'en ai de tout ça, c'est que qu'on m'a promis Mondes et Merveilles pendant 3 ans et demi, mais Karl, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que personne ne va au fond des choses. Personne n'ose le faire, du moins. Ça veut dire que les jeux étaient faits à l'avance. Ils avaient déjà décidé d'épouser la thèse officielle, celle d'un fiasco judiciaire, et pas du tout celle de la réalité qui est celle que tu as vécue toi-même avec tes frères et avec les autres enfants dans votre chair et dont on ne parle jamais finalement. Mais oui, parce que personne ne va au fond des choses. Tout ce qui est expliqué dans cette série, je le sais. Et en fait, je trouve ça juste regrettable qu'on puisse pas aller au-delà de ça pour respecter les 13 acquittés qui n'ont pas été innocentés, hein, mais acquittés, ça je le rappelle, parce que c'est deux choses complètement différentes. Parce que je le fais, je le dis, Karl, parce que il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre les deux, mais on est acquitté au bénéfice du doute, on est innocenté parce qu'on n'a rien fait. Donc, au sens propre du terme, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que cette affaire-là, c'est l'affaire d'un réseau pédocriminel et c'est présenté comme une erreur judiciaire. Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on décide de faire une série, on inverse les choses. On ne nous raconte pas les choses comme elles se sont passées. Et toi, tu sais comment elles se sont passées, puisque tu y étais. Oui, mais une erreur judiciaire, bon, ça s'entend de la façon. Comment je peux t'expliquer ça? La vérité, en vérité, elle n'intéresse que ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, tout a été fait de façon à minimiser les choses parce qu'il fallait absolument enterrer l'affaire Outreau parce qu'elle dérange. L'affaire Outreau, on le sait. Mais on ne peut pas dire fiasco judiciaire. Fiasco judiciaire avec 12 enfants reconnus victimes sur 64 enfants dans la procédure. 12 enfants reconnus victimes, un réseau, pas de clients. On pourrait faire un procès du procès. Rien que le procès en lui-même, il est jugeable. Mais personne ne le fera. On avait 2 avocats commis d'office, hein, payés par le Conseil général. Donc, on ne s'attendait pas à des ténors du barreau. Hein. On s'est retrouvé face à 19 avocats. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un rapport poids-puissance. Il y a aucun équilibre dans ce qui s'est passé. Et ça, je trouve ça, enfin, humainement pas correct d'avoir laissé les choses telles qu'elles ont été et de ne pas avoir dit stop et de dire mais voilà, il faut être capable de faire un procès équitable autant pour l'une partie que pour l'autre. Et non, après on était des enfants, on ne comprenait rien à ce qui se passait. On n'a jamais pris le temps de nous expliquer d'ailleurs comment ça allait se passer. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce que ça fait partie des choses que je trouve euh, regrettable. Oh, c'est plus que regrettable parce que à cause de ça, la parole des enfants aujourd'hui n'est pas écoutée et n'est pas reconnue dans les tribunaux. Ça, c'est un enfer depuis l'affaire Outreau. Moi, j'en paye le poids encore aujourd'hui parce que, bon, moi, je peux pas leur en vouloir, mais il y a certaines personnes qui ont pu avoir des propos outranciers à mon égard en m'expliquant qu'aujourd'hui, leurs enfants étaient victimes d'inceste et de viol et tout ce qui pouvait s'en suivre et que depuis l'affaire Outreau, personne n'est capable d'entendre ce que ces enfants racontent. Mais moi, nous, en soi, on n'est pas responsable de ça. Ils ont expliqué dur comme fer qu'il ne faut pas sacraliser la parole de l'enfant. Mais ça, c'est un peu facile. Aujourd'hui, je le dis souvent. Moi, celui qui m'explique que oui, bon, parfois il y a des doutes, oui, on peut dire éventuellement que les enfants mentent. Mais moi, j'ai proposé à plusieurs reprises d'envoyer mes dépositions, mais personne ne veut les lire, car personne. Personne, même mon psy, il les lit pas. Et je veux dire, il y a un moment donné, il faut être capable d'accepter euh, ce qui, ce qui est dur à accepter. Oui, mais le souci, c'est que c'est pas uniquement de l'inceste. C'est-à-dire que
tes géniteurs faisaient venir d'autres gens qui vous violaient. Donc on appelle ça un réseau pédocriminel. Et ce réseau, finalement, quand les pouvoirs politiques en place à cette époque-là ont compris qu'il y avait un réseau, ils ont eu peur qu'il y ait le même phénomène qu'il y avait eu en Belgique avec la marche blanche, où tous les Belges étaient descendus dans la rue. Ils ont eu peur qu'il se passe la même chose ici, en France. Et c'est pour ça qu'ils ont retourné l'affaire, en disant que finalement, vous aviez inventé. L'affaire Outreau, à proprement parler, est devenue une histoire politique. Une fois l'aspect judiciaire passé, elle est devenue une histoire politique parce que certains se sont dit qu'il serait peut-être intéressant de se servir de cette affaire pour je sais pas exactement pourquoi faire, mais pour Nicolas Sarkozy l'a fait. Je pense qu'à mon sens, c'est le seul à l'avoir fait, notamment justement pour détruire le rôle de juge d'instruction, chose qu'il n'a pas obtenue, bien entendu. Mais moi d'ailleurs, pourquoi c'est devenu une affaire politique? Moi, est-ce que tu as une explication, Karl? Pour moi, c'est devenu une affaire politique parce que les politiques n'avaient pas envie, c'est ce que je viens de te dire, ils n'avaient pas envie de se retrouver avec une marche blanche en France. C'est-à-dire que les gens prennent conscience de la gravité de ce qui s'était passé et que ce genre de phénomène qui s'était passé à Outreau se passait dans d'autres villes de France. On l'a vu d'ailleurs plus tard à Angers. Tu vois, et que les gens ne prennent pas conscience de l'existence de ces réseaux. C'est un secret de polichinelle. On sait bien que ça existe. Bah, Mais bien sûr. les pouvoirs publics n'ont pas envie de lutter contre, pour des tas de raisons. Et si on reconnaissait qu'effectivement il y avait un réseau à Outreau, alors ça voulait dire qu'il y avait une vraie volonté de la part des politiques de combattre ce phénomène de pédocriminalité dans le pays. Mais ils n'ont pas eu ce courage et au contraire, ils ont inversé la situation. Et c'est pour ça que vous êtes retrouvés face à 19 avocats et des grands ténors et qui vous ont fait peur. Et c'est normal, ils vous ont impressionné et qui n'ont pas tenu compte des expertises. Rappelons qu'il y avait 7 experts, dont Marie-Christine Grison, 34 expertises qui disent toutes que les enfants ne mentent pas. Donc face à ça, il fallait absolument inverser la tendance. Moi, c'est ça que j'ai compris de l'affaire d'Outreau. En fait, les expertises étaient le chaînon sur lequel on pouvait s'appuyer de façon à renverser le dossier. C'est-à-dire que si ils ont tenté sur les enfants, ça n'a pas marché parce que les propos des enfants tenaient. Et ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est important. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Ils ont essayé de faire croire que tout reposait sur la parole de ma génitrice. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était un peu fragile. Et donc, ils ont mis cet aspect-là de côté et ils se sont attaqués aux expertises. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y avait eu une contre-expertise qui avait été demandée, nous amenant à 7 experts qui ont proposé 34 expertises, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Hein. D'ailleurs, c'est bien de le rappeler parce que à plusieurs reprises, ils ont été attaqués en expliquant que ils se connaissaient, etc. Alors qu'absolument pas. Et du coup, 7 experts qui valident 34 expertises des uns et des autres sans même se connaître. Et qui s'appuient sur la véracité de la parole des enfants. Dans la série de Netflix, comme dans la série d'ailleurs de France Télévisions, les enfants, on ne les voit pas, on n'en parle quasiment pas, c'est vraiment les grands absents. C'est comme s'ils n'existaient pas, ça t'a pas choqué? Alors, nous, on a demandé à ce qu'ils soient présents, mais ils n'ont pas souhaité être présents, mais il y en a quelques-uns qui sont les enfants des acquittés. Et quand tu sais que ces adultes-là ont touché des fortunes colossales, moi, je ne suis pas très étonné qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aient pas voulu être dans la série. Ils ont touché environ 300 000 euros chacun, c'est ça, les acquittés? Un peu plus que ça. Il y a eu un petit peu plus d'11 millions d'euros de débloqués pour la totalité des acquittés. Et le recordman, c'est Alain Maréco avec 2 200 000 euros.
Mais c'est un peu, c'est le budget qui a été débloqué à l'époque qui constituait une réparation Et vous avez touché combien, les enfants? 32 000 euros. 32 000 euros. Oui. Oui, Mais donc il y a parce que c'est un barème, Karl. deux poids, deux mesures. C'est à géométrie variable. Mais parce qu'il y a un barème. En fait, si mes propos, ils vont être un peu durs, mais si tu te fais sodomiser une fois, c'est 50 euros. Si tu te fais sodomiser pendant un an, c'est 10 000 euros. Voilà, en fait, c'est plus, voilà, plus il y a de sodomie, mieux tu es rémunéré. Incroyable. Il y a ce témoignage aussi qui m'a, moi, personnellement, beaucoup choqué, de l'avocat qui s'appelle Delarue et qui évoque des scènes de zoophilie carrément mort de rire, quoi. Des scènes de zoophilie avec les enfants, en n'y croyant pas, pour démonter le système, pour faire croire que vous avez inventé ça. Delarue, il a toujours été comme ça. Il est très théâtral, il est très très moqueur. De toute façon, ça a toujours été le cas. Mais Maître Delarue, il oublie quelque chose, c'est qu'à l'époque, il a pas toujours été, convaincu de l'innocence de son client. Et ça, il a un peu tendance à l'oublier parce que il y a un journaliste qui avait je pense que c'est un des premiers à avoir sorti un article qui à l'époque s'appelait La Maison de l'horreur. Et il avait justement eu un avocat au téléphone qui lui avait dit mon client crie haut et fort qu'il est innocent, mais il est noir comme le charbon. C'était qui son client à Delarue? Ah bah c'était Maréco. Il n'y a pas un mot dans la série sur le fait que Franck Lavier, un des acquittés, a été condamné à nouveau, 20 ans après les faits, pour des abus sexuels, agressions sexuelles sur sa fille. Il ne serait même pas jamais imaginé qu'il serait poursuivi. On s'est dit, voilà, ils vont exclure la plainte, ils vont passer entre la maille du filet, comme ça a toujours été le cas depuis le début. Et d'ailleurs, en 2016, oui, et ce n'est pas, c'est la troisième fois et non la deuxième fois. Mais est-ce qu'il avait déjà eu des soucis avec sa femme à l'époque? Sauf qu'entre-temps, sa fille elle a eu un enfant. Et par acquis je sais pas, avec un minimum de lucidité, elle s'est dit bon, ça a assez duré, je ne vois pas pourquoi je priverais mon enfant de voir ses grands-parents et la bêtise a assez duré et du coup elle a décidé de retirer sa plainte. Mais le parquet a poursuivi. C'est-à-dire que ça c'est bien, enfin c'est bien. Oui, c'est bien parce que même si si une personne retire sa plainte, si le parquet décide de poursuivre, il poursuit. Donc, c'est qu'ils estimaient qu'ils avaient des éléments pour le poursuivre. Mais il a pris 6 mois avec sursis. Ton demi-frère, shérif, m'a affirmé plusieurs fois que parmi les 13 acquittés, 7 ne méritaient pas de l'être. Et d'ailleurs, on le voit dans la série, au moment du procès en appel à Paris, tous ne sont pas acquittés instantanément. Il y en a 7 qui sont condamnés à de la prison ferme. Oui. Donc, tes géniteurs de Badawi, le couple Delplanque-Grenon, Franck Lavier, dont on parlait, l'abbé Vielle et Daniel le Grand-Fils. Ça fait bien 7. Plus l'huissier Maréco, mais lui, c'est 18 mois avec sursis. Oui. Ok. Toi, à la fin de la série, tu dis aucun d'entre eux n'aurait dû sortir de prison. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous dans ces soirées ou que certains avaient affaire avec ce réseau, même s'ils n'étaient pas dans les soirées, selon toi? Pour moi, ils sont tous mouillés. Alors, je le réitère, ils sont tous mouillés. Moi, il y a des personnes que j'ai accusées et d'autres que je n'ai pas accusées, mais que mes frères ont accusées. Donc, ce qui s'est passé avec moi ne s'est pas forcément passé avec d'autres, et ce qui s'est passé avec d'autres s'est passé avec moi. Mais dans un sens ou dans un autre, ils étaient tous responsables de leurs actes. Et moi, je le veux et je le crie haut et fort. Ils ne devaient absolument pas sortir de prison. Et je les incite à porter plainte pour diffamation, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Moi, je réitère mes propos, ils n'auraient jamais dû sortir de prison. Moi, j'ai eu une conversation avec le fils Brunet, qui d'ailleurs a porté plainte contre moi pour diffamation, ou il s'apprête à le faire, ou je ne sais pas exactement. Mais
il va se tirer une balle dans le pied parce que malheureusement, c'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est dans le déni, mais il a vécu des choses atroces comme nous, on l'a vécu. Pourquoi aujourd'hui il retourne sa veste? Le fils d'Alain Maréco, c'est pareil. Le fils d'Alain Maréco à la projection de France 2 m'a dit exactement la même chose. Il comprend pas comment je fais pour me regarder dans un miroir. Et il s'est excusé quelques mois après. Je me bats pour moi, je me bats pour faire reconnaître ma vérité, qui n'est peut-être pas forcément celle que tout le monde veut entendre. À un moment donné, il faut être capable, et je le répète encore, il faut être capable d'entendre ce qu'est l'affaire Outreau. Mais personne ne veut le raconter. Personne. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Quand j'ai fait mon passage dans l'émission sur C8 avec monsieur Hanouna, ils étaient comme ça, comme ça, ils étaient, parce que c'est du direct. Ils avaient peur que je balance une bombe en plein truc, parce que ça ne les intéresse pas de fouiller. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, ce même Cyril Hanouna a été entendu par une commission parlementaire et il a dit qu'il ne voulait pas parler. On lui a dit quel est le seul truc dont vous parlerez jamais à la télé. Il a dit la pédophilie. Ça me gêne. C'est-à-dire des thèmes que vous ne voulez pas aborder parce qu'ils pourraient être sensibles ou au contraire dangereux pour les téléspectateurs ou créer des problèmes ou des idées qui pourraient gêner. J'ai un sujet voilà, que je ne traite jamais, je ne veux pas voilà, traiter de ce sujet parce que voilà, je suis mal à l'aise et très très mal à l'aise comme tout le monde ici avec ce sujet, c'est la pédophilie, tous les thèmes comme ça, je ne traite pas, même quand il y a des grosses affaires, sachez-le, de faits divers, alors qu'on les traite tous, je refuse de traiter ce genre de sujet parce que, je sais pas, je n'y arrive pas. Oui, mais forcément. Forcément, mais personne ne veut en parler. Si. Personne ne veut en parler parce que, à mon sens, ça dérange. Mais parce que c'est la France, Karl. En fait, le problème en France, c'est qu'on ne se sent concerné à partir du moment où on a vécu. En tout cas, on est formaté comme ça. Tout ce qui est à l'extérieur, ça ne les regarde pas. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, les gens t'en parlent encore de ça, d'Outreau, ou ils savent pas? Je sais pas. C'est moi qui en parle, en fait. Et, les gens, ils ont encore cette vision des choses de l'affaire Outreau, ce qu'on a bien voulu leur raconter il y a 24 ans en arrière, 20 ans, c'est le premier procès de Saint-Omer en 2004. Et en fait, ils sont encore traumatisés par cette version des faits. Et en fait, rééquilibrer la barre aujourd'hui, c'est très délicat. Mais on y arrive, car de plus en plus, on arrive de plus en plus à faire comprendre. Moi, j'ai eu des quantités astronomiques de messages de soutien de personnes qui ont compris, des personnes qui se sont dit, mais en fait, on s'est fait avoir. Et les gens commencent un peu à comprendre, notamment par le documentaire de Serge Garde et Bernard de la Villardière, notamment par toutes les actions que vous menez, notamment par mes passages télé, la sortie du livre, la sortie de toutes les personnes qui écrivent des livres aujourd'hui sur cette affaire et qui remettent en cause. Et il n'y a pas que les parties civiles, il y a des personnes qui, à la base, pendant des années, étaient du côté de la partie de la défense et qui reconnaissent aujourd'hui qu'il y a eu des manquements et que moi, j'avais fait lire, je coupe parce que je vais faire une petite parenthèse, j'avais fait lire le dossier à un avocat à Paris. Il a lu les 800 premières pages et il a répertorié 214 manquements. 214 points qu'il n'aurait jamais dû, sur 800 pages. Le dossier, il en fait plus de 32 000. De toute façon, c'est aussi simple. Il faut pas épiloguer pendant 107 ans dessus. L'affaire Outreau, elle fait peur. Et ça depuis des années. Mais aujourd'hui, elle suscite encore l'intérêt 24 ans après. Pourquoi? Parce que les gens, ils le savent. Ils le savent que tout ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer et que comme Netflix va se tirer une balle dans le pied, comme France 2 le fait, comme différentes personnes qui font des reportages là-dessus, parce que ils ne mettent absolument pas les enfants en valeur. Alors quand je dis valeur, ça veut tout rien dire, mais il faut un équilibre parfait entre les deux parties. Et
tant que moi, je peux pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. Moi, pour mon évolution personnelle, je me dis, il faudrait que j'arrête, que je passe à autre chose. Mais pourquoi? J'y arrive pas. Ça fait partie de moi. Je me suis formaté pour ça et je ne lâche rien. Je ne lâcherai rien. C'est un combat d'une vie, hein. Où est-ce qu'il en est, shérif? Shérif, il est en prison. Parce qu'il avait fait quoi? C'est un ensemble de choses. Chez Shérif, il a un problème de violence, où il a fait des bêtises, voilà. Et du coup, il alterne entre sortie et retour en prison. Et ta mère, tu l'as vue depuis? Alors, elle a tenté de me contacter. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour qu'on puisse se voir, parce que elle a expliqué à un journaliste qu'elle souhaitait, elle souhaitait me raconter tout, de répondre à mes questions. Et, mais en vérité, je sais qu'elle le fera pas, Pourquoi? parce qu'elle l'aurait fait depuis longtemps. Alors, peut-être qu'elle le fera, parce que je sais qu'elle est sévèrement malade. Je sais qu'elle a une santé fragile et je la défends absolument pas, loin de là. Et plus vite elle partira, mieux ce sera. Mais si elle pouvait partir en se libérant de ce fardeau qu'elle traîne depuis, depuis des années, euh, ça me serait bénéfique, autant pour moi que pour les autres. Au deuxième procès en appel, ta mère a finalement innocenté tous les accusés. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'on se faisait lyncher. Vous, les enfants? Oui, parce qu'on se faisait lyncher. Et donc, elle voulait que ça s'arrête pour vous? Oui, bah, elle voulait que ça s'arrête pour nous, et d'ailleurs, elle le dit. Le lendemain, elle le dit elle veut revenir sur ses propos et que elle a dit que personne, que tout le monde était innocent, parce que elle voulait que ça s'arrête. Si les avocats euh, ne s'étaient pas donné pour mission de détruire les enfants, parce que ça a été leur mission, qu'on me fera pas retirer ses propos, elle l'aurait jamais tenu ses propos, jamais. Et tout ça, enfin, ça a été, je pense, le point de départ d'une confusion générale. C'est depuis, enfin, au moment où elle a dit qu'ils étaient tous innocents. Ah oui, ça a retourné l'affaire. C'est ce qu'attendaient évidemment tous les avocats de la défense et tous les accusés. Mais si elle n'avait pas dit ça, c'était pas possible de libérer les gens. Non, non, c'est sûr. Le premier point, ça a été de placer les enfants dans le box des accusés. Oui, soi-disant pour des raisons de commodité, on vous a tous mis à la place des accusés, ce qui est déjà scandaleux. À partir de ce moment-là, c'était terminé, car c'était terminé. Il y avait un point, il y avait un dans la tête des gens, c'était fini. Alors Il y que avait, les accusés étaient à la place du public. je comprends pas comment ils ont pu laisser une chose pareille se produire. Il y a eu une espèce d'inversion parce que ça nous a rendus responsables, hein, on devenait coupable de ce qu'on dénonçait. Parce que on peut m'expliquer ce qu'on veut quand on est dans le box des accusés, c'est qu'on est accusé, on n'est pas une victime. Bah, ils auraient préféré que vous vous taisiez à jamais. C'est sûr. Mais parfois, je me pose la question, car je sais que je me suis posé la question pendant très longtemps. Et si je m'étais tu? Enfin, c'est pas, enfin, je pourrais en avoir des frissons, mais parfois, je me suis posé la question si je n'avais jamais rien raconté, où est-ce qu'on en, où est-ce qu'on en serait à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que l'affaire Outreau aurait existé? Bah non. Parfois, on reçoit tellement de méchanceté, parce que moi, j'ai très mal vécu la série de France 2, hein, et j'ai été humilié par message. Bon, j'ai eu des commentaires positifs, mais j'ai été lynché par message. Et parfois, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit, j'aurais dû fermer ma gueule, je ne jamais rien dire. Et en fait, ce serait jamais
personne n'aurait eu connaissance de cette affaire. Parce qu'on pense que c'est facile d'être à notre place. Mais moi, ma place, je la donne à qui veut bien la prendre, hein. Je veux dire, j'aurais préféré, moi, avoir 2 parents normaux, avoir une vie normale, faire des études et pas me retrouver intérimaire la nuit à couler du béton de 3h du matin à 13h de l'après-midi et pouvoir avoir la chance de faire autre chose que ce qu'on me dictait de faire. Parce que de toute façon, ça a été ça toute ma vie, hein. Entre les familles d'accueil et tout ce qui s'ensuit derrière, et j'en passe, on pourrait en discuter des heures. Mais celui qui veut ma vie, je lui donne. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'en joue. Mais c'est pas un jeu, hein. Bah non. Quand j'y réfléchis un peu mieux, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur la tête de l'eau, hein. Les autres enfants victimes, tu en as revu? Tu en as Non, recroisé? non. Jamais. Uniquement, j'avais été contacté il y a quelques années, mais non. J'ai croisé un des jurés dans le train, c'est là que je me dis que le monde est petit. J'ai croisé un des jurés dans le train en descendant sur Marseille. Et on a discuté parce que de toute façon, rien ne l'empêchait de discuter maintenant que le procès à Rennes était fini. Et il m'a dit texto, il m'a dit, on n'a pas le choix. Alors, si j'avais le pouvoir de lui faire écrire ce mot et de le signer, je lui aurais demandé, forcément, bien entendu. Et en fait, ça me conforte juste. Enfin, je veux dire, son propos m'a pas surpris, mais ça me conforte juste dans l'idée de me dire qu'en fait, en France, sur une notion de justice, on fait ce qu'on veut. Et les acquittés, tu en as recroisé? Non, la seule personne que j'ai pu revoir, c'est Vielle, à l'avant-première de la série du documentaire sur France 2. Et c'est le seul que j'ai pu vaguement croiser de loin. Il t'avait préparé une surprise à cette avant-première. Oui. Alors, en fait, alors le producteur, c'est Olivier Attache, mais en fait, c'est quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate, si tu veux. Et donc, quand tu fais un film sur Outreau avec quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate, tu sais que tu vas droit dans le mur. Et en fait, lui, donc à côté de Dominique Vielle, il avait gardé une place libre. Et en fait, il m'a dit, le texto, nous avions envisagé une réconciliation, mais on sent que c'est pas trop le moment. Mais c'est un délire. Je suis très en colère. Je l'exprime différemment, non dans la violence, mais plus dans la parole. Et en fait, je me dis que 24 ans ont passé déjà. Et que j'aimerais pouvoir sortir de tout ça. Et que ça m'est impossible parce que personne ne veut s'attaquer au fond du sujet. Et personne ne veut reconnaître ce qui pourtant est essentiel pour nous et pour toute une génération d'enfants, parce qu'à l'heure où je te parle, il y a des enfants qui souffrent et qui vivent ce que moi j'ai pu vivre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De sauver les enfants. On va sauver un maximum d'enfants. C'est ce qui m'habite, hein. C'est l'objectif que je me suis fixé. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux que ça. Il faut vraiment qu'il y ait un éveil national et que les gens descendent. Et il le faut, parce qu'à un moment donné, moi, je me bats pas pour moi personnellement. Je tente de me battre pour ceux que ça intéresse. Je me bats pas pour des gens qui ne veulent pas, avec qui je peux pas me battre. Mais j'essaye de rassembler un certain nombre de personnes de façon à ce qu'on puisse faire un ensemble de choses qui ne va pas forcément révolutionner le monde, mais qui est, je m'aurais dit, j'ai essayé, quoi. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Karl.